Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence avec nous pour cette table ronde qu'on a intitulée « Repenser le lien pour penser les vulnérabilités ». En quoi renforcer le lien contribue à la prévention des conduites à risque. Nous accueillons pour cette table ronde Caroline Janvre, Micheline Clodon et Arnaud Silla. Je les laisserai se présenter plus amplement tout à l'heure. Peut-être 2 mots d'introduction à cette table ronde. Le lien, vous l'avez compris, fait partie des 3 motifs en fait, qui organisent ces deux journées de rencontre. Magali Thibault y a fait allusion tout à l'heure. C'est vrai que les dernières rencontres dataient de 2019 et l'épidémie de Covid est venue interrompre un peu le rythme, la régularité qu'il pouvait y avoir à la MMPCR et qui consistait à proposer des rencontres à peu près tous les 2 ans. Et un des objectifs, une des envies, un des besoins qu'on avait aussi en équipe, c'était de refaire du lien avec vous, qui êtes nos publics, et de proposer des rencontres en présentiel après des années où on a commencé à travailler autrement, complètement en distanciel. On a commencé à développer des webinaires, on a beaucoup télétravaillé, et ça nous paraissait important d'essayer de recréer comme ça un espace physique de rencontre avec vous, et de rencontre entre vous, et puis de rencontre pour vous avec les intervenants. Et cette question du lien entre les professionnels, je pense que ça sera un des sujets de cette table ronde qu'on aura l'occasion d'aborder. Il y a aussi la question du lien qu'on peut avoir avec les publics, comment on construit ce lien, comment on renforce ce lien, à partir de quelle place, dans quelle position. Concernant l'accompagnement, je crois que c'est aussi quelque chose dont on aura l'occasion de discuter avec vous. Et enfin, le lien que les publics eux-mêmes, les personnes avec qui on travaille, entretiennent avec les institutions, ça a été dit hier, avec leurs pairs, avec eux-mêmes aussi. Et dans toutes ces dimensions, le lien nous paraît avoir un rapport assez important avec les compétences psychosociales. La question du lien est vraiment au centre du développement, du renforcement des compétences psychosociales. Et compte tenu de la place qu'on accorde justement à ces compétences psychosociales dans la prévention, ça nous paraissait éminemment important de pouvoir discuter du lien. Voilà, je passe maintenant la parole à nos intervenants, et peut-être une première question qui vous permettra aussi de vous situer, de vous présenter. C'est: est-ce que vous pouvez nous dire de votre place par rapport à vos pratiques respectives, qu'est-ce que la notion de prévention et qu'est-ce que la notion de conduite à risque vous évoque? Bon, peut-être, je sais pas, Caroline pour commencer. Alors déjà, je suis psychologue et sexologue et intervenante et formatrice en éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc finalement, je vois les personnes à différents endroits et dans ce qu'on appelle la prévention universelle ou sélective, puisque les jeunes sont vus comme un groupe à risque. Déjà, un groupe qui aurait davantage de comportements à risque. Moi, je parle plutôt d'exposition au risque, puisque c'est en fonction de son contexte de vie, de son histoire, de ce qu'on vit en termes de stigmatisation. Et les jeunes sont quand même très, très, très stigmatisés dans notre société. Et en individuel et en collectif, je travaille dans une association qui s'appelle Action de Traitement, qui accompagne des personnes qui vivent avec le VIH, donc qui sont considérées comme de l'ordre d'une population dans la prévention indiquée. Donc la prévention indiquée, ça serait travailler auprès de personnes qui ont déjà pris des risques ou en tout cas là qui ont déjà été exposées à quelque chose qui fait que on va être plus sur un travail sur la qualité de vie, mais pas que, puisque ça continue la vie après, une fois qu'on est diagnostiqué. Donc voilà, le continuum, je le vois un peu comme ça, et moi je m'inscris du coup dans un travail auprès de personnes qui seraient vues comme exposées au risque, plus ou moins. Arnaud Silla, psychologue, Tourangeau. C'est important. Je travaille dans un centre de consultation qui est dédié aux adolescences contemporaines, on pourrait dire. Et je fais partie d'une association qui s'appelle l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique.
Et en t'écoutant, je réfléchis, c'est l'objet aussi de cette table ronde, c'est qu'on cause entre nous, et puis je me disais, bah oui, effectivement, la prévention, le lien. Moi, j'ai une formule, c'est la culture comme objet de soin. Donc, dans mon travail, c'est comment je peux à la fois accueillir des adolescents ou des adolescences qui sont en grande difficulté, donc c'est très 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 large, en difficulté dans leur processus, en difficulté dans leur passage, souvent initiatique. On oublie que l'adolescence est souvent un passage où ils passent par l'acte. Voilà, ils sont obligés de se séparer dans une certaine symbolique, donc il faut aussi des fois passer par un acte. Et la prévention, ça passe bien entendu dans la capacité d'accueil des ados qu'on reçoit, et moi je le fais avec la culture. Vous avez vu tout à l'heure, je vais vous montrer peut-être quelques jeux vidéo, des mangas, des séries. On peut faire plein de choses aussi. Mais les adolescents, c'est pas... Comment dire, l'adolescence ou l'adolescent est un être social, et c'est aussi quelques-uns, quelques-unes, qui questionnent aussi le politique à l'heure actuelle, donc qui trimballent aussi un certain nombre d'institutions. La première d'entre elles, c'est l'institution parentale. Après, ça va être l'institution parfois scolaire, les amis, parfois si c'est la justice. Et en termes de prévention, dans mon travail, ça consiste pour beaucoup à essayer d'accompagner des personnes à réfléchir, à penser ce que c'est l'adolescence. Et ce que c'est l'adolescence dans nos mondes contemporains, et quels sont les espaces potentiels pour eux de subjectivation et d'initiation. Et le parti pris choisi, sur lequel je m'appuie, c'est de considérer que la culture est un objet de soin et de lien social qui vaut prévention. Donc quand les parents arrivent en consultation, puisque c'est eux qui accompagnent le plus souvent leurs adolescents, leurs adolescentes, c'est pas toujours les ados qui demandent à venir, ils sont sur le coin du fauteuil, là ils attendent de partir parce que le psy c'est pour les fous. Eh bien je suis très attentif aux mots que chacune emploie pour parler de sa question. En tant que parent, on parle nos enfants, on les porte dans le langage, et en tant qu'ado, il y a un peu un décalage. Et pour donner un tout petit exemple, quand on reçoit les ados en consultation, dans les premiers temps, on a toujours une forme d'attention sur est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu as des amis, est-ce que tu as des préoccupations, etc. Donc il y a des questions classiques. Et puis quand on demande aux parents alors quelle est son histoire, l'histoire de sa venue au monde, c'est assez courant que les ados lèvent les yeux au ciel. Ah, c'est reparti. Et quand moi je leur demande alors c'est quoi ton truc pour te changer les idées, bon, vous n'allez pas connaître. Bah raconte-moi. Bah c'est Valorant. C'est LOL, c'est God of War pour certains, ou c'est Naruto, ou c'est quelconque autre support culturel. Et je dis ah bon, mais t'en es où, qu'est-ce que tu fais, tu joues quoi? Et là, quand on se met à discuter de ça, en fait, il y a quelque chose qui se produit qui est assez intéressant, c'est qu'on voit les parents qui comprennent rien à ce qu'on raconte. C'est voilà, mais c'est quoi cette histoire? Le psy connaît ces trucs-là. C'est quoi ce langage? Je connais pas. Et il se crée un espace intermédiaire où les adolescents et adolescentes, dans leurs objets de culture, si je prends un terme lié au monde numérique, ils farment, au sens de farmer, c'est cultiver, littéralement la traduction, comme on fait dans le jeu vidéo pour cultiver des ressources, ils farment des mots. Ils viennent mettre en tension dans le lien social un moment où ils approprient leurs propres mots, leur propre langage. Donc la prévention, c'est accompagner les adultes, accompagner les institutions potentielles des adolescents à penser ce qu'ils disent, pour pas trop penser l'adolescence, mais essayer de l'accompagner. Quitte à faire une métaphore un peu particulière, moi je dirais que l'adolescence est une épreuve de migration et la plupart des adultes sont aussi des passeurs. Merci Arnaud. Donc moi je m'appelle Micheline Clodon, je suis psychologue clinicienne et addictologue. J'ai travaillé 40 ans à l'assistance publique à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Et aujourd'hui, en vous écoutant, moi je reçois pas d'adolescents. J'ai encore une activité libérale et dans un certain nombre d'institutions où je fais de la formation. Moi, j'ai plutôt envie de m'adresser aux intervenants que vous êtes, parce que, compte tenu de l'évolution de la psychiatrie, de la dictologie, ma question qui me poursuit le plus, c'est comment autoriser les intervenants de proximité à avancer vers les personnes, qu'elles soient d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, c'est-à-dire au fond réinterroger la question de la demande, la fameuse demande qui a eu tellement, en tout cas moi je suis une vieille dans cette assemblée, j'ai été élevée à cela, tant qu'une demande n'est pas clairement formulée, ça ne marchera pas, et je sais que ça se dit encore parfois, ce qui est un
non-sens absolu en addictologie, vraiment, en psychologie sans doute, mais alors en addictologie absolue, c'est comment est-ce qu'on peut intervenir alors qu'il n'y a pas eu de demande, et du coup ça va réinterroger notre place, votre place, comment est-ce qu'on va s'autoriser, alors avec deux petits éléments de réponse, et là je reprends ma casquette d'addictologue, c'est, on a discuté pour préparer cette rencontre avec mes petits camarades, et du coup, moi j'ai continué mon cheminement à partir de nos échanges, et j'ai envie de vous dire comment considérer, alors ce qui peut paraître complexe, mais ce qui est au fond assez simple, c'est-à-dire quand on pense à addictologie, essayer de voir ça déjà dans la vie de la personne plutôt comme une solution avant d'être un problème, c'est-à-dire au fond à quoi ça lui a servi. Et du coup, quand on prend les choses comme ça, évidemment qu'on fait un pas de côté et qu'au lieu d'être stigmatisant et sur les dommages, on voit l'utilité, la fonction, et du coup ça nous donne une réflexion différente. Et aussi comment est-ce que dans la relation qu'on va introduire avec la personne qu'on va accompagner, on va accorder ni trop peu de place à la question addictive. Moi, c'est un petit peu ça qui m'intéresse, et pour m'aider sur cette réflexion, ça fait une bonne 20aine d'années que je travaille avec des patients partenaires, dont je vous dirai au cours de cette table ronde que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je les considère davantage pour nous accompagner, nous, que pour accompagner les patients. Merci à tous les trois. Ça me fait penser qu'il y a quelque chose que je souhaitais dire en introduction. Vous êtes donc toutes et tous psychologues à cette table. Alors, non pas que on considère que les vulnérabilités qui ont aussi été évoquées hier par Philippe Pujol pour les personnes qui étaient là lors de l'ouverture soient seulement une affaire de psychologue, mais parce que, en tant que psychologue, vous êtes amené, et on y viendra sur peut-être le dernier volet de cette table ronde, à travailler avec des personnes qui ne le sont pas. Et je répondis d'emblée là-dessus. Je pense qu'on aura à développer sur ce point et que ça sera intéressant à ce moment-là de parler de vos pratiques et de voir finalement cette question des vulnérabilités, cette question de l'accompagnement, comment ça n'est pas l'affaire de grands experts de la santé mentale ou de l'addictologie ou de l'adolescence ou de la santé sexuelle, mais comment finalement c'est une fonction qui peut se partager. Et on y reviendra notamment en parlant plus amplement des patients partenaires, mais pas seulement. Peut-être pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, en partant de situations un peu concrètes, à partir vraiment de vos pratiques, parce que comme on n'est pas entre psychologues ici, c'est important, je pense, d'ancrer les choses dans la pratique, donner peut-être un éclairage sur des situations de travail où vous avez rencontré des vulnérabilités, des situations de rupture de lien à partir desquelles vous avez été amené à travailler. Je sais pas qui. En t'écoutant, je veux bien commencer par répondre, parce que quand tu as dit tout à l'heure, on n'est pas entre psychologues, il m'est revenu en souvenir un souvenir qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque, mais au fond qui m'a beaucoup aidé aussi. On avait été à l'origine d'une des premières équipes de liaison. Donc intervention sans demande dans les étages. À l'époque, c'était un petit peu nouveau. Justement, ça interrogeait la fameuse question de la demande et comment on fait. Et au fond, déjà, ce qui a été le plus difficile, c'était peut-être pas tant la relation avec les patients qui nous étaient signalés pour le coup, mais plutôt de former les équipes. Et là, j'ai deux souvenirs qui me reviennent. Le premier, c'est le paradoxe de la liberté. J'étais jeune psychologue à l'époque et je trouvais ça pas du tout éthique de ne pas prévenir les patients qu'on allait passer. Donc, je demandais aux équipes, aux infirmiers, aux médecins, de prévenir les patients qu'un addictologue allait passer pour parler de leurs problèmes. Et bien, évidemment, figurez-vous que je trouvais des lits vides. Évidemment. À quelle heure il passe l'addictologue ? À 10h30. Ah, merci beaucoup. Et donc, ça m'avait beaucoup interrogé sur ce paradoxe, finalement. Est-ce que, éthiquement, on prévenait et du coup, la personne n'était pas là et donc ne pouvait pas entendre ce qu'on allait lui proposer, quitte à le refuser, mais au moins... Et donc, j'avais changé mon fusil d'épaule en disant ne prévenez plus.
Et du coup, on accueillait et on proposait quelque chose qui n'était pas forcément accepté, mais en tout cas qui était proposé. Et la seconde qui, du coup, interroge plus ce que je venais de vous dire précédemment, c'est comment vous tous, de votre place d'éducateur, de travailleur social, vous pouvez créer du lien et faire de la prévention. C'est un patient que j'avais rencontré et qui, au fond, était en demande, comme finalement pas mal, mais même si la demande n'est pas explicite, et qui m'avait dit, écoutez, j'aime bien parler avec vous. Je lui avais demandé, est-ce que je peux revenir ? Oui, je veux bien, du moment que vous ne me présentez jamais une psychologue. Voilà, j'avais trouvé ça très drôle. Oui. Il y a justement, avec ce que tu évoques, la non-demande, et dans le lien, il y a aussi ça. Dans le contexte de travail que j'ai, ça peut être les groupes fermés, donc le fait qu'on intervienne en centre de formation d'apprentis ou en lycée ou en collège auprès de jeunes qui n'ont pas envie de parler de vie affective, relationnelle et sexuelle et dont les parents leur ont dit surtout n'en parle pas ou on va te dire des bêtises. Donc comment en posant un cadre ensemble, on se dit moi-même je ne vais pas parler de ma sexualité, donc vous ça va être le cas aussi. Comment on pose la question des besoins au centre, donc de quoi vous auriez besoin pour pouvoir, pendant 2 heures, là, être ensemble et vous sentir en sécurité par rapport à ces questions qu'on va aborder, sachant qu'on ne va pas parler de soi, qu'on ne va pas parler de situation individuelle. Donc ça, c'est déjà comment on se positionne et comment on est perçu comme la personne qui va donner des leçons ou pas, et qu'est-ce qu'on va instaurer pour faire en sorte de montrer qu'on n'a pas un attendu, dans ce qu'on veut travailler avec les jeunes. La question de l'information, ça peut se trouver ailleurs, donc ça va être identifié à la fin des animations là où les jeunes peuvent trouver de l'information fiable, mais on va être beaucoup sur de la réflexion, sur du jeu, sur du plaisir, vous pourrez aller voir notamment le CRIPS qui développe des outils qui sont libres de droit. Il y a l'Animatech qui est en ligne et où vous pouvez vous-même vous emparer d'outils pour être sur quelque chose qui est interactif et où l'adulte fait du lien en essayant de se positionner comme une personne différente, comme une personne tierce, mais en horizontal et pas en quelque chose de descendance qui est beaucoup développé encore malheureusement dans les établissements scolaires en France. Donc on travaille aussi avec ça. Plutôt sur le côté action-traitement, sur la question du lien qui est abîmé. Les personnes qui vivent avec le VIH sont aujourd'hui beaucoup plus invisibilisé encore que dans les années 80-90 au moment du début de l'épidémie, mais la différence maintenant, c'est qu'avec les traitements, elles peuvent vivre. La mort n'est plus le seul, en tout cas en France, la mort n'est plus la seule visée, puisqu'elles peuvent vivre avec, et on se retrouve avec des personnes qui sont diagnostiqués récemment ou de manière beaucoup plus ancienne et qui n'ont de lien avec personne, qui vivent avec ce secret et du coup qui vont être entières, en tout cas par rapport au VIH et à d'autres sources de stigmatisation ou de discrimination, uniquement avec leur infectiologue ou uniquement avec nous à l'association, et qui n'ont peut-être jamais rencontré d'autres personnes séropositives. Donc ça arrive très fréquemment, et donc ça va être un travail vraiment de passer de l'individuel à quelque chose de collectif et à pouvoir rencontrer des pairs PAIRS en sécurité. Et c'est vraiment des pas de fourmis parfois, mais je pense à une patiente qui a commencé à venir à l'association parce qu'elle devait voyager à New York et elle avait besoin de savoir comment se dépatouiller avec les traitements, comment les transporter, sachant que ses enfants ne sont pas au courant qu'elle vit avec le VIH, elle est hyper insérée, etc. Et cette patiente, elle n'avait jamais rencontré d'autres personnes séropositives avant ce moment, c'était un atelier. On a commencé à se voir en individuel et elle m'a dit par exemple que la première fois qu'elle avait appris que I égale I, donc indétectable égale intransmissible,
le fait que quand on a une charge virale indétectable, il n'y a pas de contamination possible. Elle l'a appris avec une campagne de AIDS sur un cul de bus, comme dirait un collègue. Son infectiologue ne lui en avait jamais parlé. Elle n'avait plus de relations sexuelles avec son compagnon. Elle a pris un amant. Enfin, il y a un truc comme ça autour de le lien. Et ensuite, elle a commencé à venir à l'association et elle a commencé à rencontrer d'autres personnes séropositives alors qu'elle avait été contaminée en 85. Vous imaginez, hein, on est en 2024. Donc il y a quelque chose autour de la solitude et de l'isolement qui n'est pas forcément un isolement de fait, puisqu'elle travaille, elle a une famille, elle est en lien. Sauf que par rapport à ce qui vient faire son identité aussi, elle ne peut pas exister entièrement dans tous les espaces. Et donc là, il y a une rupture de l'isolement et il y a du lien qui est fait aussi pour qu'elle puisse exister entièrement dans certains espaces-temps. Il faut continuer après ça. Je me disais aussi, c'est rigolo parce qu'on a plein de micros, mais on se le passe. Non, c'est le lien, voilà. Du coup, je réfléchissais par rapport à ce que vous étiez en train de dire sur la représentation du psy dans le métier vis-à-vis des publics qu'on accueille. Oury disait psychologue, c'est un adjectif. Ouais. Et avec les jeunes que je reçois, qui sont dans une forme de rupture de lien, mais sociale, alors on les appelle aujourd'hui, alors attendez, RSA. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, RSA. Il y a quelque temps, c'était revenu de solidarité active. Mais nous, c'est refus scolaire anxieux. Vous avez les mots, quand même. Donc moi, j'ai accompagné quelqu'un qu'on va appeler Fabien. Je l'ai accompagné du RSA au CDI. C'est plutôt rigolo. C'est un adolescent que j'ai reçu. Il est de deux manières. Il était dans un insupportable de son existence et il a essayé de se défenestrer. Donc, il a été hospitalisé en urgence dans une clinique psychiatrique universitaire pour ados. Et après son séjour, il est orienté dans mon service. Et il arrive et on le parle, on le présente comme ayant une addiction aux jeux vidéo. Et lui, il arrive, il est très déprimé, il n'est pas bien, j'allais faire un jeu de mots, il est livide. Bon. Derrière, ce jeune qui est vraiment éteint, à force de dire qu'il a un problème, qu'il a une addiction, voilà, la solution. Lui, il s'éteint vraiment. Il y a quelque chose qui s'effondre, son désir, quelque chose de très mélancoliforme. Et quand je le reçois, voilà, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu sors? Non, je ne dors pas. Non, je ne mange pas. Non, je ne sors pas. Mais quoi? J'adore me balader. Ah oui, où? Dans World of Warcraft, j'adore me balader. Ah oui. Et en fait, je ne vais pas épiloguer sur cette histoire qui est plutôt intéressante. C'est un adolescent qui était extrêmement replié dans sa famille, un contexte très douloureux, d'un père déprimé, un boulot qui ne plaisait pas, une maman qui était assistante maternelle et qui a été un enjeu dans l'accompagnement qui a duré à peu près 3-4 ans, justement d'essayer de quitter sa famille dans une sécurité relative. C'est-à-dire comment je peux me séparer en sécurité. C'est pas juste le lien social, c'est pas juste être avec les autres, c'est-à-dire loger sa singularité dans le collectif. C'est aussi quitter quelque chose de la famille. Et les espaces numériques, pour ce jeune, étaient investis comme des espaces potentiels où il traitait cette question-là. Mais c'était présenté comme une addiction. C'est-à-dire, il pensait qu'à ça, il faisait que ça, il sortait plus, il était triste, etc., etc. Ce qui s'est passé avec ce jeune, cette rencontre, ça s'est joué à quelques instants, au moment où justement quelque chose a tourné du statut du psy, c'est-à-dire le supposé sachant, qui va m'analyser parce qu'il comprend et tout, etc. Moi, je comprends rien du tout. Par contre, je sais qu'il m'a raconté rapidement qu'il adorait tel type de jeu vidéo, je ne veux pas épiloguer, mais il m'a parlé beaucoup de Naruto. Alors, Naruto, c'est un incontournable. Hein. Vous savez qu'en France, on va construire le village de Konoha, qui est la ville de Naruto. Enfin, bref. Donc c'est vraiment très, très, très populaire. Et lui, c'est un jeune qui est toujours, mais qui a une passion, il théorise. Vous savez, les geeks, c'est pas juste des gens on a caricaturé dans la pop culture, avec des lunettes, boutonneux, etc. C'est souvent des passionnés, c'est des gens qui cultivent les détails. Souvent d'ailleurs au service d'un imaginaire partagé. Et ce qui s'est passé pendant les 3 années de nos rencontres, c'est qu'il s'est mis à théoriser sur l'histoire de Naruto. Aujourd'hui, Naruto, s'il est reçu en pédopsychiatrie, on dira qu'il a un TDAH.
Sauf que c'est quelqu'un qui ne cède jamais sur son désir, c'est-à-dire qu'il veut absolument devenir quelqu'un qui est reconnu dans son village, et il a une particularité, on dit d'ailleurs qu'il a un pouvoir, mais qui n'est pas un pouvoir au sens de la magie ou des choses comme ça, c'est qu'il a une capacité à être assez authentique. Bon, ça fait penser à des philosophes, et le fait d'être authentique, c'est qu'il arrive à toucher les autres et être extrêmement touché par les autres, qui cultive beaucoup un certain rapport d'empathie, comme d'autres personnages dans les mangas de type shonen. On pense à Luffy pour One Piece, si on est vraiment dans les standards. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était une autre époque où le manga n'était pas encore tout à fait terminé. En tout cas, lui, il le regardait au fur et à mesure de nos séances et il venait théoriser sur l'histoire de Naruto et de son antagoniste, son meilleur ami, meilleur ennemi, Sasuke. Donc voilà, le personnage justement qui a vécu un traumatisme comme lui gravissime. Et donc, Fabien de me raconter son histoire et de faire des liens sur mais de quoi ça parle et de faire aussi des liens sur sa pratique de jeux vidéo. En creux, il s'est mis à théoriser sur ce que c'était que l'adolescence. Et nos rencontres, elles étaient comme assez soutenues. Je pense que c'est très important dans les suivis. Je le voyais de manière hebdomadaire. Et ça lui a permis, lui, de loger sa question d'une autre manière. En venant voir un psy à qui il a pu dire « Mais c'est vrai, je peux parler de Naruto ici ?» Tu parles de ce que tu veux. Et ben, il m'a raconté plein de choses que je pense que si j'avais posé des questions, j'aurais jamais entendu. C'est Winnicott qui disait ça. Si vous posez des questions, vous n'aurez que des mensonges en réponse. Mais ceci dit, ce qui s'est passé, qui n'est pas la première fois, qui est assez courant dans mon travail avec les ados, c'est qu'ils s'appuient sur nous. Alors je disais, il faut quitter les espaces familiaux pour aller dans le lien social. Et nous, en tant que psy, il faut aussi qu'on accepte, en qu'accueille les ados, et de quitter. Voilà. Et il disait, je ne pourrai jamais vous quitter, vous êtes trop cool. Voilà, parce que bon, quand ils viennent jouer aux jeux vidéo, quand ils me parlent des mangas, il se passe plein de choses, ils me déposent plein de choses, mais c'est la juste distance aussi d'être psychologue, c'est cette position-là, éthique fondamentale, d'être quitté en sécurité comme prototype de le revivre aussi ailleurs. Et ce qui s'est passé pour ce jeune, dans un moment charnière de son suivi, qui a fait que du suivi individuel, après, au bout d'un an de pause, on est passé à un suivi groupal, c'est que lui, qui ne pouvait plus sortir de chez lui, il sortait de chez lui pour venir à pied me voir, dans son rendez-vous une fois par semaine, qui lui prenait grosso modo 1h30 de marche à pied, ce qui était quand même pas rien. Et un jour, il vient pas à son rendez-vous et il m'appelle, il me dit Monsieur Sylla, je viens d'être pris en CDI. Alors, refus scolaire anxieux, contrat à durée indéterminée. Il me dit j'ai trouvé un service civique, je savais travailler dans une bibliothèque. C'était incroyable, mais c'était une bibliothèque scolaire, un CDI. Et pendant un an, il a fait ce service civique, c'était génial, il est sorti, il a rencontré des adultes, des enfants qu'il a accompagnés. C'est comme c'était quelqu'un extrêmement curieux, attentif à l'autre. Mais en fait, il est hyper reconnu, il a eu un salaire, et personne ne croyait qu'il aurait un salaire, parce qu'on disait, il a une addiction aux jeux vidéo, c'est un peu un hikikomori, comme on dit aujourd'hui. Il s'est acheté une configuration gamer ultra, donc quand il était ravi de me montrer sa configuration. Et il est revenu un an après, donc, en me disant « Je pense qu'il faut que je travaille ça maintenant avec quelques autres ». Et on est passé à l'autre étape, qui est celle de la groupalité. Donc je l'ai accompagné pendant un an dans un groupe autour du jeu vidéo. Et après, je l'ai aussi accompagné dans une insertion professionnelle. Aujourd'hui, il a... Lui à qui on a demandé de démissionner de son établissement quand il était en première parce qu'il a une rupture amoureuse et il a été harcelé suite à ça. Et c'est ça qui a fait qu'il a voulu se défenestrer et dont il n'avait jamais parlé à qui que ce soit. Et bien en fait, il a trouvé un apprentissage dans le cadre d'un brevet professionnel et maintenant il a un niveau Bac+3 en informatique. Il a une association de Airsoft et je le croise assez régulièrement, c'est assez intéressant. Alors c'est pas pour vous dire happy end, c'est génial, parler des jeux vidéo et des mangas, mais c'est dans quelle mesure, en tant qu'adulte, je ne sais même pas forcément en tant que psy, comment on peut aussi accueillir l'autre et je dirais pas trop le comprendre au sens de si on comprend tout ça arrête en fait, mais de cultiver quelque chose dans ce lien et de voir la singularité de ce qu'il trouve dans les objets de culture. Je trouve que c'est vraiment fondamental. Pour lui, c'était curieusement, tout le monde disait qu'il avait une addiction aux jeux vidéo, mais lui c'était vraiment le manga de type shonen et il s'est mis à théoriser, à avoir du plaisir à parler. Le plaisir de la langue à l'adolescence, c'est hyper important et ça lui a permis lui de parler, de porter dans le langage plein de choses. Et vous savez que quand on parle, on noue aussi quelque chose dans le corps qui est très important. Donc lui, ça a vraiment unifié. Et il se trouve qu'il a pu d'ailleurs quitter son foyer familial dans un moment assez singulier qui était quand même celui du confinement. Donc, c'est-à-dire, en post-confinement, il est parti pour faire un apprentissage à 200 km de chez lui, ce qui était improbable 3 années auparavant.
Donc voilà, c'était juste pour raconter cette petite histoire de déconstruire aussi la fonction du psy. Quand moi je reçois des enfants, des ados et leurs parents, ils arrivent dans un environnement où il y a des affiches de la culture, de la pop culture, il y a des manettes de jeux vidéo, des choses comme ça. Ils se demandent un peu, mais c'est quoi? Les ados adorent cette idée. Les parents sont toujours un peu, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Donc il y a tout un travail aussi d'expliquer la démarche. Mais je pense que cette fonction d'accueil, elle est vraiment fondamentale. Et surtout, comme tu l'as dit, de se décentrer sur la question du problème et de la solution. Je pense qu'eux, ils trouvent quelque chose, ils bricolent, comme dirait Lévi-Strauss, ils bricolent, et c'est hyper important que nous, on soit attentifs à les accompagner, c'est-à-dire à passer, ou je dirais plutôt du bidouillage au bricolage, à quelque chose de cette fonction éthique du psychologue qui n'est pas là pour trop comprendre, trop savoir, mais surtout être quitté. Merci. J'ai envie de rebondir parce que dans vos pratiques respectives qui sont pas toujours avec les mêmes publics, pas sur les mêmes territoires, il y a quelque chose dans ce que vient de dire Arnaud qui est intéressant, puis je pense dans la pratique de Caroline, Micheline aussi, c'est dans l'accompagnement, il y a deux espaces possibles, il y a l'individuel et puis il y a le collectif. Et quand nous, on porte attention aux compétences psychosociales, donc capacité comme ça, effectivement, peut-être on pourrait aussi parler de passer du bidouillage au bricolage quand on développe ses compétences psychosociales. Cette dimension du collectif nous paraît importante. C'est-à-dire comment on renforce ses capacités individuelles de protection, voilà, une capacité à l'autonomie, mais comment ça peut se jouer aussi collectivement. Et je pense que c'est un enjeu de l'accompagnement social, socio-éducatif dans son ensemble, parce que dans ce que vous dites, et notamment sur la question d'être quitté, de la place. Je pense que ce n'est pas propre aux psychologues. Je pense qu'il y a aussi ces dimensions-là. Donc si vous souhaitez rebondir là-dessus, peut-être voilà, comment finalement on passe de l'individuel au groupal, ou ce qui nous amènera après, peut-être in fine, à parler des fameux patients partenaires. Mais c'est encore un autre sujet. Comme ça, on aura fait chacun notre tour. Pardon. Bon, c'est compliqué. Alors moi, j'accompagne vraiment des ados, c'est-à-dire c'est le centre Oreste, qui est en référence à la mythologie grecque. On connaît tous Oedipe, on connaît moins Oreste. Oreste est à l'adolescence que Oedipe est à l'enfance. C'est un service qui accueille tous les adolescents du département. Donc on accueille toutes les problématiques. Mais nous, on a une spécificité, l'angle qu'on a trouvé, ça fait 25 ans qu'on était en discussion, voilà, c'est celle des ruptures scolaires. Donc on a un dispositif qui s'appelle soins-études, voilà. Et on sait que derrière, c'est pas un symptôme. Hein, c'est important pour nous. Ce n'est pas un symptôme qui détermine l'accueil, c'est voilà, la problématique en lien avec notamment le lien social. Et on est très impliqué dans la question un peu dialectique de l'individuel et du collectif. Et donc on a beaucoup d'espace de suivi individuel avec une éthique, c'est un peu chanté sur la suite, mais c'est un service assez original. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de services en France, notamment hospitaliers, qui n'accueillent que des adolescents. Voilà. Nous, on accompagne à partir de la 14e année et jusqu'à des temps de passage anthropologique. Ça peut être la première voiture, la première copine, l'appartement, la machine à laver, ce que vous voulez. Mais des seuils de passage anthropologique. C'est pas, t'as 18 ans, c'est fini. Et tant qu'ils sont scolarisés, la question ne se pose pas, on continue de les accompagner. On peut accompagner quelqu'un comme ça jusqu'à 27 ans. Parce que la question, ça ne relève pas de la psychiatrie, c'était une problématique en lien avec justement se séparer en sécurité. Et il y a vraiment cette dialectique entre des espaces individuels dits de psychothérapie. Le plus souvent maintenant, on parle de médiation. Moi, je fais de la médiation. Au sens culturel, où ils arrivent, on parle de sujets qu'ils investissent. Alors là, j'ai parlé des jeux vidéo, des mangas, mais des fois on regarde des séries, des fois on fait de la guitare, des fois il y a beaucoup de consultations, où il y a la dimension sensorielle à l'adolescence qui est très importante, où moi j'ai aménagé, j'ai bidouillé, bricolé, comme je suis un geek, je récupère plein de trucs, donc j'ai une configuration qui est super, j'ai un caisson de base, j'ai des enceintes. Quand vous arrivez, quand on regarde des jeux vidéo ou des trailers, quand on regardera tout à l'heure, c'est hyper apaisant, c'est hyper contenant. Et moi, je fais plein de consultations où on écoute du rap ou même de la musique classique avec un univers qui est très contenant. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est une première phase, sinon un temps logique dans l'accueil à l'adolescence. Alors, je ne vous refais pas toute l'histoire à l'adolescence, ton corps change, ce n'est pas sale, c'est normal. Vous savez, vous connaissez ça par cœur. La question du pubertaire. Mais c'est aussi le temps de réappropriation de l'enveloppe, de tout ce qui contient. C'est certes le corps, mais c'est plein d'autres choses. Et donc, et là je me réfère à un auteur qui s'appelle Pierre de Lyon, qui est quelqu'un
connu dans la psychothérapie institutionnelle, qui parle justement de, lui son terme c'est la fonction sémiotique, en 3 temps, la fonction contenante phorique, c'est très important. D'abord, avant de parler de, je dirais, de groupe ou d'autre chose, il faut d'abord qu'il y ait un lieu à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit suffisamment, un lieu qu'on va retrouver, un lieu contenant, un lieu sécure, qui est souvent le lieu de la psychothérapie, qui peut être individuel. Et après, il va y avoir un autre temps qu'il appelle sémaphorique. C'est un temps où, une fois qu'il y a un lieu qu'on a retrouvé, qu'on a une relation qui est suffisamment sécure, eh bien, il y a des choses qui vont se passer dedans. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lien qui va se tisser, des tensions parfois qui vont se mettre en œuvre une fois qu'on a bien traversé cette fonction contenante de cadre. Alors les psychanalystes, ils parlent de transfert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toutes les manifestations du signe du transfert, donc des réactualisations de certaines relations antérieures. On vient chercher aussi les limites, mais on commence aussi à dire quelque chose de sa question. Et le troisième temps chez de Lyon, c'est la fonction dite métaphorique, c'est celle où en fait on va commencer à penser, faire des liens, associer, réfléchir. Nous, c'est une fonction qu'on décline sur 3 volets. Alors vous me suivez, 3 temps à chaque fois. Fonction phorique, contenant, sémaphorique, on adresse, métaphorique, on met du sens. Mais on le fait dans l'individuel, dans le suivi de la psychothérapie individuelle, mais on le fait aussi dans l'espace groupal. On peut aussi, dans un groupe de médiation thérapeutique, et retrouver ces 3 dimensions-là. Un espace contenant, un espace dans lequel on peut avoir une relation, adresser un certain nombre de signes, et quand c'est un jeu vidéo, vous adressez des choses bien sûr aux autres du groupe et bien sûr aux thérapeutes, mais aussi aux avatars que vous investissez. Et la fonction métaphorique, c'est celle où, à un moment donné, on commence à produire un discours, on commence à réfléchir, on commence à associer. Vous voyez ? Et cette dimension-là, elle se déploie aussi dans la dimension institutionnelle. Parce que quand on travaille à l'hôpital, on travaille avec des médecins, on travaille avec des infirmiers, des éducateurs, assistants sociaux, art thérapeutes. Il y a plein de gens avec qui on travaille. Et on traverse aussi ces différents mouvements-là, où on essaye de trouver des unités pour penser. Et l'adolescence suppose une dialectique par rapport à tout ça. Si on propose à un adolescent de rentrer dans un groupe sans qu'il se sente sécurisé, sans qu'il se sente contenu, ça ne va pas marcher. Si on adresse un adolescent dans un groupe sans qu'il y ait un peu de lien quelque part, ça ne marchera pas. Ça fait écho à ce qu'on disait sur la question de la demande. Donc je pense que ça, c'est très important. Nous, quand on dit « Ah, tu fais de la médiation jeux vidéo, ça doit vachement bien marcher », non, ça marche parce qu'au niveau institutionnel, on a fait exister l'objet. Il y a un cadre éthique, conceptuel, et il est adressé à des thérapeutes qui bricolent avec ça. Ce n'est pas protocolarisé. Et donc, il y a plein d'espaces où ça se pense. Dans l'espace individuel, ce n'est pas pareil que dans l'espace groupal. Et tout ça, ça s'inscrit dans des espaces institutionnels un peu méta. Et c'est une déclinaison qui est très importante, puisque quand on parle d'adolescence, l'adolescence en tant que processus, c'est cette période qui vient questionner justement le lien social. Comment on fait pour loger sa singularité dans le collectif sans le faire péter et sans s'y soumettre ? Ça suppose que nous, en tant qu'adultes, on est conscients de ces enjeux-là et que dans leurs difficultés, dans leurs souffrances existentielles, ils vont venir faire vaciller l'enveloppe, les limites. Et donc c'est important qu'on n'en soit pas dupe. Ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser aussi à la question de la reconnaissance et de comment on sécurise par la reconnaissance, notamment quels que soient les publics avec qui il va y avoir du groupe, du collectif, le fait de faire un accusé-réception, même s'il n'est pas formulé, même s'il n'y a pas de... même s'il n'est pas clairement dit, sur moi je viens... Je suis une femme, j'ai pas du tout le même âge que vous, je suis pas concernée par le VIH, par exemple. D'où la co-animation aussi de ce qu'on fait à Action Traitement, les cafés sexos avec des patients partenaires ou des patientes partenaires. Mais en milieu scolaire, ça va être dire que déjà, il y a la question d'être jeune qui est très stigmatisée, mais qu'on va rencontrer un public qui vit le fait d'être hors norme de différentes manières. Donc le fait que identitairement il y a des choses qui vont être renvoyées parce que ce sont des personnes qui vont pas avoir la couleur de peau attendue, pas la religion attendue, pas l'orientation sexuelle attendue. Et donc en explicitant cette reconnaissance et de dire qu'on s'adresse à tout le monde, mais aussi en ayant des outils de médiation. Toi, tu mets ce terme-là. Moi, je parle aussi de jeux d'animation, de techniques d'animation, d'outils d'animation, que je pense qu'il y a là aussi dans la salle par rapport
à ce que met à disposition la MMPCR aux pros. Quand on est dans quelque chose qui concerne tout le monde, forcément, il y a de la reconnaissance indirecte aussi. Et je me perds un peu, mais quand on a préparé, on a parlé aussi du fait qu'on est dans la promotion de la santé, donc on est dans quelque chose qui va permettre au public d'être acteur, actrice et pas d'être réceptacle. On a parlé aussi du fait de qui décidait de ce qui était un bon comportement ou pas. Et quand on considère l'autre comme pouvant prendre des décisions par soi-même, on crée du lien aussi. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui va écraser, dans quelque chose qui va dire c'est moi qui décide ce qui est bon pour toi. On n'est pas dans cette démarche-là. Et je pense au lien entre individuel, travail inter-individuel finalement et collectif, sur le fait qu'on peut utiliser des outils aussi qui sont à mi-chemin. Là, j'avais demandé à Manuel de nous mettre à disposition notamment les cartes qui ont été faites par les fédérations des plannings familiaux belges. Il y en a justement qui sont par rapport au corps, donc ça fait lien avec une autre thématique qui transparaît dans ces rencontres. Et c'est des cartes, notamment là, celle sur les sensations. Merci, je me fais assister. Celles sur les sensations, on peut les utiliser. On peut les utiliser en individuel parce qu'on va être sur identifier des choses qu'on vit, mais en collectif aussi. Par exemple, cet outil, donc, c'est uniquement sur les sensations corporelles. Donc, il y a un creux à l'estomac, dans le brouillard, de l'électricité dans le corps, les jambes coupées. Et en santé sexuelle, on l'utilise, c'est-à-dire qu'on va faire écouter des musiques, différentes musiques, et puis chaque personne va sentir ce que ça lui fait dans le corps. Et on va discuter à partir de ça. Et on va discuter de ce que ça fait, alors qu'on a écouté la même musique. Le fait qu'on soit différencié et le fait qu'il y ait peut-être des sensations communes, mais qui ne vont pas parler des mêmes émotions, et le fait qu'on peut avoir des sensations très différentes et que ça peut nous ramener à des choses éprouvantes, notamment. Et qu'est-ce que ça fait, notamment dans le cadre d'une relation, dans le cadre du lien, de se retrouver face au même signal ou face au même acte et de vivre quelque chose de très différent. Et comment on trouve des compromis, comment on communique là-dessus. Et donc voilà, ça fait un peu écho aussi à ce que tu disais, mais c'est des choses qu'on peut travailler en individuel pour après faire du collectif aussi. Ces cartes, on peut les utiliser dans différents lieux. Et je me suis un peu perdue par rapport à ta question de base. Mais... Juste sur le lien et sur l'individuel et le collectif, en vous écoutant tous les deux, je réfléchissais au fond, qu'est-ce qui va faire que la personne va... Je parle dans le champ addictologique, encore une fois. Souvent, la personne ne va pas forcément avoir envie du collectif. Parce que moi, c'est pas pareil. Vous savez, en addicto, c'est toujours moi, c'est pas pareil. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est jamais pareil. Mais du coup, comment justement on va permettre à passer de l'individuel au collectif ? Et en fait, c'est quand effectivement l'investissement en individuel est suffisant pour permettre le passage au collectif. Et peut-être que ce passage au collectif, il va encore mieux passer s'il passe par un patient partenaire qui, encore une fois, lui va parler de son expérience. Et plutôt que nous essayer de vendre notre salade du groupe, c'est une personne qui a expérimenté ça et qui dit comment cette expérience l'a enrichie et comment finalement elle va permettre à l'autre aussi d'entendre une parole, j'allais dire, en effet, comme tu le disais Arnaud, à nous c'est notre salade, mais comment la vérité, elle va venir de l'expérience de la personne qui dit « moi je voulais pas y aller, puis j'ai été quand même un peu obligée, on pourrait revenir là-dessus, mais au fond, pour rien au monde aujourd'hui, je n'irai pas dans ce groupe tellement ça me... » Et l'autre question aussi, pour le coup, en lien avec le lien individuel, c'est au fond, je pense, tu disais, le psychologue, il sait, et on sait comment, à peu près à quelle place on est, pas toujours d'ailleurs, mais enfin bon. Mais en tout cas, sur l'addicto, moi j'ai envie de dire aux non-psychologues, non-addictologues, comment, pendant un temps, accepter d'être support du lien. Parce que c'est transitoire et que si on a assez confiance dans la personne, dans les ressources de la personne, au fond, on s'autorisera
à être pris comme objet d'addiction pendant un temps. Et moi, j'aimais beaucoup l'expression d'un de mes grands amis, Éric Ispard, qui disait, au fond, il faut accepter de faire une grève de désir. J'aimais beaucoup cette question. Et du coup, accepter, vous n'êtes pas addictologue, vous n'êtes pas psy, mais ça sera transitoire pourvu que vous croyez aux ressources de la personne. Alors là, moi j'adore. Il y a une histoire dans l'histoire, derrière la grève du désir. C'est la région, hein, c'est à la Borde, c'était le jardinier de la Borde qui racontait la question de la greffe, et c'est une métaphore qu'il avait prise pour dire on pourrait faire de la grève de désir. Et c'est devenu un concept qui a été employé par Gisela Pankov notamment, et aujourd'hui par Pierre-Joanne Lafitte qui parle de greffer l'ouvert. J'aime beaucoup cette idée-là. Moi je voulais rebondir en fait sur ces deux dimensions-là parce que je suis vraiment d'accord avec ça, ça me rassure un peu. Voilà, après je sais pas si... et aussi je voulais faire une transition avec ce que tu as dit sur les sensations, et si on s'autorise 4 minutes je vais vous proposer de regarder est-ce qu'on peut basculer sur mon ordinateur s'il vous plaît, sur mais qu'est-ce qui fout avec ces jeux vidéo, ce qui est souvent ce que d'ailleurs un certain nombre de collègues m'adressent avec plus ou moins bienveillance. Mais qu'est-ce qu'il fout avec ces jeux vidéo ? Je vais vous montrer 2 trailers. Le premier, ça va parler de notre sujet aujourd'hui selon moi, alors que je mixe avec la question des adolescences contemporaines. Et donc c'est un jeu vidéo qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Life is Strange. Donc avant de lancer, bien sûr c'est un Peggy 16, mais c'est aussi un jeu qui parle vraiment des adolescences contemporaines, et qu'est-ce que c'est que le passage adolescent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière aussi comme mauvaise rencontre, très mauvaise rencontre, mais aussi comme très bonne rencontre. Et ce jeu, il parle de quelque chose de fondamental à l'adolescence, c'est la question du choix. Choix authentique. Alors on pourrait penser avec les philosophes comme Heidegger, mais... Et donc, pourquoi je vous parle de cette histoire de choix ? Parce que l'adolescence, c'est le moment où on va se poser des questions sur ce qu'on va pouvoir entreprendre. Moi, j'insiste, l'adolescence est initiatique. Il va falloir se lever, il va falloir aller vers, il va falloir aussi désirer quelque chose. Et en dehors de ce qu'on a désiré, le désir de nos parents qui nous ont portés jusqu'à présent, il va falloir aussi quelque part s'en affranchir. Et donc, c'est vraiment une gageure. Donc, ce jeu raconte cette histoire-là, comme on regarderait une très bonne série à l'heure actuelle, mais aussi dans son gameplay, dans la façon de le jouer, on va faire des choix. Et la dynamique, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où, imaginez-vous, vous ayez un certain pouvoir. Ce serait de remonter dans le temps. Ça supposerait quoi ? Que vous puissiez faire des choix en connaissance de cause. Oui, mais... Et je vous propose de regarder le trailer après avoir pitché comme ça. So what do you want? You don't know who the fuck I am! What are you doing? Get that gun away from me, psycho! No! My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe. Home, shit, home. Let's dance! Or take my picture with your new camera. Come on, rock out, girl! Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I? There's something else I have to tell you. Holy shit. Talk to me, Max. Oh, no! I discovered I could reverse time. Max, start from the beginning. Hey! Max? Chloe? Oh! Get in, Max! In the bathroom today. You set off the alarm. You hella saved my life. Don't ever touch me again! Then I realized I had a choice. Hey, you okay? And the power to change everything. Bang! What the hell? Come on, slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now?
un jeu que je fais très régulièrement avec des ados, en individuel et en groupe. Donc qui est super intéressant parce que, alors si on connaît un peu la culture un peu américaine, le personnage principal s'appelle Maxine Caulfield. Caulfield, c'est le nom du héros de la Trappe-Cœur de Salinger. Bon. Bref, et donc ça raconte quelque chose de très particulier. Et ce personnage, quand on lui fait faire des choix, elle pense. Donc on a accès à ses pensées. Elle dit mais si je fais ça, il risque de se passer ça. Donc les choix qu'on fait faire, c'est pas les nôtres. C'est des choix à l'aune de qui elle est, fondamentalement, qui est un personnage qui est écrit. Hein, notre production, ça a été aussi co-créé par Alain Damasio, donc c'est quelqu'un qui a une vraie culture littéraire, mais aussi dans la fiction, dans la narration, qui est vraiment très forte. Et donc c'est très intéressant de le faire avec des ados seuls, parce qu'il y a un registre d'identification à un moment donné au personnage, on réfléchit à penser ses pensées d'une certaine manière. Et quand on est à plusieurs, ces jeux-là, ils permettent de penser à plusieurs, les choix, l'éthique du choix, qu'est-ce qu'on ferait, à quoi ça nous renvoie. Et vous parlez de compétences psychosociales, c'est extrêmement intéressant comme jeu, mais ça suppose quand même de connaître le gameplay, parce qu'il y a des moments où ça peut être très compliqué. C'est pour ça que c'est un jeu que j'apprécie. C'est un jeu qui parle vraiment des choses compliquées. Que ce soit l'addiction, que ce soit le suicide, que ce soit la sexualité, que ce soit le rapport des adultes, qui sont parfois ambigus ou qui ne sont pas clairs par rapport à leurs propres désirs. Pour aller très vite, je vais vous proposer, pour faire du lien avec ce que tu évoquais aussi sur les sensations, de regarder un trailer de jeu vidéo assez court, un jeu d'une beauté inouïe, sans pitch, sans dialogue, et qui permet justement de penser les sensations, le passage à l'adolescence si on veut, mais surtout un jeu à théorie, un jeu qu'on va pouvoir aussi, sur lequel on s'appuie beaucoup nous en médiation, parce qu'il est à la fois contenant, mais il accompagne la capacité, je dirais, de rêverie à l'adolescence. Donc, si tu veux bien. Oui, je vous fais... puis après, je me tais. J'avais dit 4 minutes. Merci Arnaud. Peut-être avant de passer à une dernière question et laisser une place pour le débat, rebondir... Peut-être oui. Juste Hélène, pour montrer l'outil mentionné par Caroline. Oui. Peut-être le projeter pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble, l'univers des sensations. Oui. Donc c'est ça le jeu de cartes dont vous parlez Caroline juste avant. Vous avez du coup tout un panel de sensations qui sont proposées sous forme de cartes. Je crois qu'il y en a 80, donc c'est très large. Je voulais faire le lien justement entre ce que disait Arnaud et ce que disait Caroline sur à la fois les outils, la médiation, l'importance que ça peut avoir et les fonctions de cadre et d'accueil, et puis faire le lien avec le programme des rencontres. Effectivement, dans une approche qui n'est pas une approche de psychologue à la MMPCR, l'espace accueil outils propose un certain nombre d'outils pédagogiques qui sont des supports d'animation qui permettent de poser un cadre et finalement d'instaurer un espace, un lieu. Vous en parliez aussi, Arnaud, et c'est assez important pour cette fonction d'accueil. C'est des choses qu'on a pu vivre en atelier ou en partage d'expérience dès hier. Il y a eu un partage d'expérience sur des pratiques de médiation culturelle, comment on utilise le numérique justement pour créer du lien, et comment la mise en place de l'outil, finalement un dispositif, un processus, aide à créer un cadre
et l'activité de coopération dans ce cadre est ce qui fait collectif. Effectivement, vous le disiez, le collectif, ça se décide pas, ça s'institue. Donc il faut un cadre instituant. Enfin, il faut quelque chose qui amène ça. Et les outils, dans la manière dont on les propose et dont on les expérimente, permettent ça. Il y a eu un atelier sur les jeux de coopération. Il y en aura d'autres. Et il y a cet après-midi un atelier qui me paraît important, qui n'est pas un atelier, pardon, un partage d'expérience sur un lieu et sur comment en fait on construit très concrètement un lieu d'accueil, en l'occurrence pour de jeunes exilés. Voilà, pour faire le lien, et comment nous, dans notre langage de non-psychologue, on va parler de coopération, et on va parler de la coopération comme ce qui permet effectivement d'instituer comme ça des espaces et d'aller vers du collectif. Et pour terminer peut-être cet échange, une dernière question sur la coopération qu'on a déjà évoquée à un autre niveau, qui est comment vous, de vos places de psychologue ou de plus ou moins psychologue, vous travaillez en coopération avec des patients partenaires ou avec d'autres types de professionnels, avec d'autres types de métiers, puisque cette fonction d'accompagnement, qu'il s'agit de pouvoir accueillir à un moment donné, mais qu'il s'agit aussi de pouvoir quitter, finalement on ne l'exerce pas seul. Donc comment dans vos pratiques elle se partage, cette fonction-là? Ce qui est une autre manière de parler en fait de ce qu'on dit, de ce qu'on appelle très classiquement le partenariat, le fameux partenariat, le maillage, le réseau, mais si on lui redonne vraiment sa fonction principale. Moi, je vais être bref parce que d'abord, on a peu de temps et qu'on a des questions. Mais j'ai envie évidemment que quand on est psychologue et addictologue, on travaille jamais seul. Ça, je veux dire, c'est une règle absolue parce que justement, sinon, on sait qu'on va être bu comme la bouteille si c'est de l'alcool et que du coup, il vaut mieux pas être seul et pas s'illusionner là-dessus. Et donc et de plus travailler à plusieurs. Moi, j'ai juste envie de pointer quelque chose pour les intervenants que vous êtes. C'est si vous adressez à un spécialiste, qu'il soit psychologue ou addictologue, n'oubliez jamais de demander retour. C'est-à-dire, c'est avec vous que la relation a été créée. C'est avec vous parce que c'était en un lieu précis, en une circonstance précise, peut-être parce que vous avez à un moment donné été la bonne personne au bon moment, que vous avez fait l'avance de cette relation, que comme tu le dis Arnaud, vous avez pris du temps un peu gratuit pour la personne et que voilà. Et moi je crois qu'un des grands dangers c'est d'adresser et de ne pas attendre de faire retour, de ne pas le demander. Et du coup, ça met en danger la relation et l'adressage, comme on dit, ou en d'autres termes, ce que disait une de mes collègues, et j'aimais beaucoup cette expression, faire relais sans faire rejet. Voilà, comment est-ce qu'on adresse et comment est-ce qu'en même temps qu'on adresse, ce qui n'est pas toujours simple, on fait relais, mais on ne se préoccupe. Et encore une fois, parfois, ce relais peut encore une fois passer par les patients partenaires. Oui, tout à fait. Donc il y a la question du secret professionnel partagé, mais il y a aussi comment on implique. Pour moi, le partenariat, il est avant tout avec les personnes qu'on accompagne ou avec qui on est en lien. Et rien que dans le secret professionnel partagé, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour partager telle ou telle information? Il y a situé, il y a comment... en tout cas, dans le cadre d'Action-Traitement, c'est un truc sur lequel on insiste. Enfin, moi, j'insiste énormément parce que c'est pas le cas de tout et toutes les collègues, mais sur la notion de secret par rapport au VIH, c'est tellement important que tu parlais de choix tout à l'heure. C'est aussi choix... Qu'est-ce que je fais de mon histoire et comment la question du lien, on la maintient aussi en permettant à la personne de choisir ce qu'elle a envie de dire ou pas. Et par rapport à ce qu'on peut faire à Action Traitement, donc c'est dans le cadre d'un accompagnement qui... il peut y avoir un accompagnement global, mais il peut aussi y avoir des accompagnements en éducation thérapeutique. Et donc les patients et patientes intervenantes ou partenaires, ce sont des personnes qui sont concernées par le VIH directement, puisqu'elles sont séropositives, et on construit ensemble les ateliers. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque café sexo qu'on va avoir, ce sont des temps de 2 heures mensuels,
les personnes qui sont présentes vont dire ce dont elles ont besoin, ce qu'elles voudraient explorer par la suite. Et après, on débriefe avec la personne, les co-animateurs, co-animatrices, pour en faire quelque chose. Puisque moi, mon point de vue, il est professionnel. Moi, je ne suis pas séropositive, je ne vis pas les mêmes choses. Et donc, forcément, il y a un lien qui est sur plusieurs strates, puisque non seulement on recueille ce que veulent les personnes qui étaient présentes, mais il y a aussi une vision plus globale de ce qu'il peut y avoir en termes de besoins et d'attentes. Et après, c'est comme ça qu'on va permettre aux personnes peut-être d'investir d'autres temps que celui du café sexo. Il y a des ateliers sophro, il y a de l'activité physique adaptée, il y a plein de temps où on va remettre du lien sur d'autres thématiques. Et c'est toujours avec des patientes intervenantes. C'est pareil pour les groupes d'autosupport. Donc on a un groupe d'autosupport pour les personnes de plus de 50 ans qui vivent avec le VIH. Et là aussi, on est sur quelque chose où nous, on n'y est pas en tant que professionnels, mais on va en avoir des échos pour savoir qu'aller explorer un peu plus peut-être, qu'aller proposer. Et puis sur la question des partenariats, notamment en milieu scolaire, quand on vient de manière très ponctuelle, c'est faire le point avec une personne référente de l'établissement pour savoir avec qui elle bosse, notamment. Est-ce qu'il y a un centre de santé sexuelle pas loin avec qui il y a une accroche? Est-ce qu'il y a même le prénom de la personne pour pouvoir décrire et outiller au maximum, décrire au maximum, humaniser ces personnes qui sont juste présentées sous forme de structure ou de sigles, et ça parle pas du tout. Donc c'est être très pratico-pratique aussi sur le partenariat. Et là, ce que tu dis, Caroline, ça me donne envie de passer le relais à Arnaud. Ça touche aussi à la question du territoire, en fait. Oui. Donc oui, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter, le territoire. Moi, j'interviens beaucoup à l'échelle du territoire, donc régional, mais surtout quand on dit territoire, aujourd'hui, c'est un peu un mot qui risque d'être galvaudé. Moi, je le pense à l'aune de l'anthropologie, mais aussi de l'adolescence. Le territoire à l'adolescence, c'est son corps, c'est sa chambre, voilà, et donc aussi une dialectique des espaces. Donc, moi, j'interviens beaucoup auprès des équipes des quartiers prioritaires de ville, donc réussite éducative, dans les associations de quartier, et ça depuis presque 30 ans, ça fait bizarre de dire ça, mais ça fait presque 30 ans, où j'ai monté des permanences d'accueil pour déconstruire la place de psy, mais aussi faire du lien là où nos institutions de service public sont en très 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 grande difficulté. Ça, c'est un aspect. Et donc, c'est aussi de pouvoir, en dialectique, c'est pas juste le psy qui vient pour expliquer des trucs, c'est de comprendre ce qui se passe dans les territoires. C'est vrai que quand je suis arrivé, je posais la question de la gentrification, on en parlait. Je sais que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, nous. Il y a des disparités dans notre ville, dans le département et à l'échelle régionale qui sont très importantes. Et aussi sur les questions spécifiques d'adolescence et de monde numérique et de parentalité à l'heure numérique, il y a besoin aussi d'avoir des personnes qui parlent de ça. Et moi, j'y ajoute une question de culture, les cultures numériques, les pratiques culturelles numériques. Et donc, j'interviens à l'échelle régionale pour parler avec plein de professionnels. Ça va, alors, des élus, professionnels de l'accompagnement, éducation nationale, santé, justice, voilà, mais aussi l'univers de la tech. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, parce que quand tu posais la question avec qui vous travaillez, moi je travaille, mon binôme, je suis en trinôme, il y en a un trinôme universitaire, et l'autre, il est dans l'univers de la tech. Il est au Conseil régional du numérique, et c'est quelqu'un que je lui fais faire le tour des hôpitaux, des centres sociaux, etc. Il découvre quelque chose de très nouveau, mais il amène un aspect sur la créativité numérique. Donc là, on fait beaucoup d'interventions pour parler, si tu veux mettre les deux vignettes, de culture numérique. Bon, c'est comment la culture peut être entretenu par les espaces numériques. Donc c'est pas que des jeux vidéo, c'est aussi parfois des mangas, ça peut être des séries, etc. C'est d'expliquer ça à plein de personnes. C'est pas juste dire TikTok c'est compliqué, etc. Oui, c'est aussi dire comment des gens bricolent, comment des gens butinent, comment des gens bricolent vraiment avec les espaces numériques, comment ils créent quelque chose et qu'il ne faut pas y mettre forcément que des paniques morales derrière. Il faut réfléchir à tout ça, et donc c'est d'aller à la rencontre de là où sont les gens. Donc c'est à la fois dans des territoires qui sont avec des disparités, des réalités très différentes, et c'est aussi parfois être dans le numérique, auprès des gens en tout cas qui développent ces questions-là. Donc moi c'est un peu comme ça que j'essaie de penser de manière transversale, mais avec cette éthique de l'adolescence et de le penser à l'aune du numérique, mais aussi des territoires. Et donc là justement je suis en train de créer un observatoire des pratiques culturelles numériques. Voilà. Merci. Il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions. Je pense que c'est important de rendre la parole à la salle.
Oui, bonjour. François Brigou, je suis directeur opérationnel au sein de l'association Au Captif La Libération. Et voilà, c'est une association parisienne qui va à la rencontre des personnes sans abri et des personnes en situation de prostitution. Et en regardant le titre et en vous écoutant, quand on regarde justement du côté du travail social notamment, est-ce qu'on a suffisamment conscience de l'importance du lien ? En fait, je reviens à quelque chose peut-être d'un peu basique, mais pour une association comme Le Captif qui vraiment a fondé son projet associatif depuis plus de 40 ans sur l'importance du lien, de fonder le lien, où on va à la rencontre des personnes dans la rue sans aucune prestation, parce que vraiment le point premier est véritablement essentiel, et cette question du lien, voilà, est-ce qu'on a suffisamment conscience tous qu'en tant qu'individu, merci. Le lien, voilà, est encore fondamental. Et j'ai lu un livre il y a quelques années qui s'intitule Ces liens qui nous font vivre, écrit par 2 psychiatres, et j'ai trouvé que c'était vraiment remarquable et extrêmement éclairant. Voilà. Et tout ça conditionne également fortement tout le sens et la reconnaissance aussi de ce qu'est le travail social et l'accompagnement, qui ne commence pas, contrairement à certaines idées qu'on peut avoir, dès le moment où on reçoit la personne dans un bureau, parce qu'on va ouvrir ses droits, etc. Le lien commence dès qu'on va à la rencontre de la personne, qu'on se met à sa portée, parce que c'est là qu'on commence à tisser quelque chose, un lien, et où la personne va retrouver, enfin, c'est l'objectif en tout cas, toutes les vertus finalement du lien, et c'est ça qui va l'aider à la reconstruire. Voilà. Et on a également un programme en réduction des risques et dommages liés à l'alcool, et le lien là est vraiment absolument fondamental pour ça. Voilà. Je me permets ça, c'est peut-être un peu basique et un peu creux, mais en tout cas, je sens qu'on a besoin de ça, parce que sinon, on a le sentiment que tout ce qu'on peut faire dans la rue, dans des permanences d'accueil où on va jouer, aussi, on joue beaucoup, et ben c'est du temps perdu et qu'on globalement nous paye à rien faire. Voilà. Alors je pense qu'on a tous intérêt finalement à valoriser ce côté essentiel du lien, parce que c'est comme ça que les personnes peuvent se reconstruire, et même des personnes qui peuvent paraître très très abîmées par la rue, notamment par la vie, et ben on s'aperçoit que le temps passé à faire ce lien, à créer ce lien, a des vertus mais extraordinaires pour leur permettre de s'en sortir et de se projeter dans autre chose qu'une vie de survie en réalité. Voilà. Moi, je veux bien répondre parce que j'ai eu la chance de travailler pour l'association Au Captif La Libération, et donc c'est une association partenaire et qui m'a beaucoup appris. Je veux dire, c'est justement comment est-ce que toute personne qui est dans cette disposition de créer du lien ou d'accepter le lien, plus exactement, parce que l'intuition du créateur des captifs était incroyable, c'est-à-dire justement on vient avec rien, aux mains nues. Et du coup, comment est-ce que de vos places, vous pouvez conforter cette posture? Et je pense qu'en effet, vous avez tout à fait raison d'insister et de dire, je pense qu'il n'y a pas assez de conscience de ça, de la qualité et de la profondeur et de la possibilité de chacun de créer du lien et de l'entretenir. Donc voilà. Et l'espace Marcel Olivier, si vous ne le connaissez pas, allez voir sur le site, allez voir, c'est un espace absolument incroyable, où en effet, qui a été à l'origine de la réduction des risques et des dommages, et où on peut en effet créer du lien et consommer. Du coup, vraiment, voilà, moi je rebondis parce que il se trouve que voilà, j'ai poursuivi par un investissement dans les maisons Lazare, voilà, et donc voilà, ça va tout à fait dans ce sens. Toute personne que vous êtes peut créer et renforcer ce lien. Une autre question peut-être. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, monsieur, c'est la notion d'aller vers. Et je pense que, en fait, dans les différentes interventions, à travers différentes propositions, c'est aussi d'aller vers qu'on a parlé, en fait, à travers vos trois témoignages. Je crois que quand j'ai exposé le fait de ne pas attendre la demande, c'est bien de ça dont il s'agit. En tout cas, supposer une demande implicite chez l'autre qui permet d'aller vers en toute tranquillité. Juste dire, je rebondissais sur le fait d'être là souvent en tant que psy ou éducateur, là où souvent nos tutelles nous disent vous faites rien, ça sert à rien, alors qu'en fait le fait d'être là pour pouvoir répondre est souvent essentiel. Et je rebondis sur un terme. On oublie que l'origine de la scolarité, c'est la scolastique, le scolet, l'oisiveté studieuse, comme un temps logique.
Bonjour, merci d'abord pour vos interventions respectives, très intéressant. Mathieu Baudraco, je travaille à l'association Vers Paris sans sida, association qui accompagne aussi les acteurs associatifs sur Paris et la Seine-Saint-Denis pour mettre fin à l'épidémie de VIH à l'horizon 2030. Et c'est vrai que dans le cadre de notre association, on a aussi mené un projet en santé mentale. Et dans le cadre de ce projet-là, on a développé des guides en santé mentale. Et c'est un besoin des acteurs qui remontait des communautés LGBTQI+, travailleurs, travailleuses du sexe. C'est l'idée de développer des ressources alternatives aussi au médical. Notamment au regard du passé qui peut exister auprès des communautés LGBTQI+, et une défiance qui peut exister aussi à destination des professionnels de soins. Donc dans ces guides-là, on a voulu aussi mettre en place des ressources de être ensemble. C'est-à-dire des groupes de parole, la paire aidant, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est très demandé. Mais vous l'évoquiez aussi pour les personnes vivant avec le VIH notamment. Mais il y a vraiment un besoin en fait qui est exprimé de la part des acteurs de mettre en place des solutions alternatives. C'est-à-dire que pour améliorer sa santé mentale, c'est aussi faire des randonnées, c'est aussi faire des jeux vidéo, comme vous voulez, passer des moments sur des espaces en ligne avec d'autres personnes, avec un objectif spécifique. C'est aussi sortir, c'est aussi faire la fête. Voilà, donc c'est plus un propos pour illustrer. Donc ces guides-là, ils sont disponibles aussi sur une version en ligne. Il suffit juste d'aller sur le site de Vers Paris sans sida si ça vous intéresse. Voilà. Et juste pour compléter vos propos, et aussi il n'y avait que des psychologues autour de la table ronde, et dire il y a aussi ce besoin-là, mais comme vous l'avez très bien exprimé, en complémentarité de développer une offre globale en fait. Merci. Et ces guides, ils sont beaux, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi, le fait que quand on parle du lien, on parle aussi du plaisir, du fait de pouvoir contempler, d'avoir un truc ensemble qu'on vit ensemble. Pas que, enfin, nous aussi en tant que professionnels, et c'est ça aussi faire du lien, c'est ne pas être sur un truc où justement prévention, c'est beaucoup sur le risque, sur le truc lourd. Ah non, mais il y a aussi un truc, c'est ça qu'on partage, c'est le plaisir, et c'est encore plus important en ce moment, je pense, vu le contexte où voilà, on est en insécurité, on a peur pour nos pratiques, on a peur pour ce qu'on va faire pour nous-mêmes, pour qui on accompagne, et pouvoir redonner ça en prenant un peu de distance aussi par rapport à tout ce qui relève du financement, c'est important. Au maximum. Donc entretenir nos zones de pouvoir aussi par rapport à ça. Une dernière question ? Commentaire ? Réaction ? C'est plutôt une question sur le contenu des jeux vidéo, en tout cas. Et j'y réfléchissais parce que j'avais un peu aussi une peur de ce qu'on pouvait trouver derrière ce jeu vidéo. Et vous m'avez beaucoup éclairé, en fait. Parce que du coup, ça demande aussi un peu comme le livre, qu'on s'y intéresse par rapport à son contenu. Et du coup, je pense souvent à la phrase de Flaubert, « Madame Bovary est bête parce que les livres qu'elle lit lui brûlent le cerveau ». Et du coup, je me dis, est-ce que, voilà, dans cet espace numérique, derrière, c'est plus une affaire de contenu. Et en fait, de nous, en fait, on doit avoir aussi peut-être une éducation à ce contenu. Voilà. Oui. Je suis d'accord. Pour les jeux que je présente, il y a un parti pris, il faut que je m'affranchisse. Je montre des jeux qui sont très, très travaillés dans le fond et la forme. Et donc, le jeu vidéo nous permet cette dimension-là. Je ne sais pas s'il faut comparer les œuvres culturelles, mais on est spectateur de ces actions, en fait. Donc, c'est pas juste qu'on regarde un jeu vidéo avec une histoire, on sait qu'on a une implication symbolique qui n'est pas la même. Et on a des représentations imagées, on a un scénario qui est mis en scène, on est orienté aussi par une certaine intention dans les jeux vidéo. Je pense que c'est très important qu'on soit sensible à ce que vous dites, c'est-à-dire... effectivement, je dis pas éduquer, je sais pas, mais en tout cas accompagner pour se dire que c'est un support culturel qui est investi. Moi, je pense artistique, il y a plus d'un titre et qu'il y a plein de messages qui sont amenés, mais avec de nouvelles modalités que le fait de lire un livre.
à juste titre, Michel Desmurger, il dit qu'on ne lit pas assez, que lire un manga, c'est pas pareil que de lire un livre de littérature. Je suis d'accord d'un point de vue de la cognitif et neurodéveloppemental. Par contre, au niveau de l'imaginaire, au niveau des représentations, du fantasme, de l'identité, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, on ne peut pas préjuger de la capacité de quelqu'un à investir tel ou tel support. Moi, je connais des gens qui ont fait une psychothérapie en allant faire du surf à anglais toutes les semaines. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une vraie psychothérapie ? Je connais des gens qui se sont émancipés dans leur adolescence avec justement Madame Bovary et Flaubert, et aujourd'hui ils le font avec Frieren, le manga Frieren, qui est magnifique. Est-ce qu'on peut comparer ces choses-là? Alors bien entendu que si on compare le Capital, on ne va pas dire que Naruto c'est la même chose que À la recherche du temps perdu, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, on peut se dire on ne sait pas ce que ça va provoquer chez un adolescent à l'heure actuelle. Et donc quand ils investissent leurs objets de culture, eh bien, il y a des spécificités qui sont importantes d'avoir à l'esprit, en particulier pour le jeu vidéo, qui à certains égards, bien entendu, peut être problématique. Mais est-ce que c'est le rapport à l'objet qu'on doit juste questionner, ou aussi, je prends un angle méta, le rapport, c'est comment nous, on contient ces pratiques-là dans notre discours. Dès qu'il s'agit de jeunesse, on est dans une dimension assez projective, on projette beaucoup les angoisses, on est moins dans cette attention de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et donc, derrière le jeu vidéo, il y a des modalités d'interrogation de ce devenir, comme dans la littérature, comme dans la musique, sauf que les modalités sont différentes. Et on est souvent très prompt à dire ça rend violent, mais moins à le questionner quand on regarde une série, ça c'est acquis. Alors qu'en fait, la question dans le jeu vidéo, c'est qu'on est si acteur ou un actant d'une forme de narration. Donc ce qu'il propose, et c'est pas pour simplifier, c'est pour simplifier, c'est-à-dire amener la dimension complexe derrière, mais il y a certains scénarios qui vont vraiment nous faire réfléchir et d'autres qui vont vraiment nous remettre en question. Je pense par exemple à la série de The Last of Us en jeu vidéo. La création narrative, elle est phénoménale. Elle vous met dans des configurations où vous êtes un acteur, là où dans le livre, à part si vous connaissez les livres dont on est le héros, on n'est pas le héros dans le livre, à part certains auteurs parfois. Mais quand vous jouez dans un scénario quelque chose que vous n'auriez jamais fait, parce que ça vous met dans une position qui est soit immorale ou pas éthique, et que vous le traversez parce que vous voulez savoir ce qui se passe dans la suite, ça vous fait questionner un rapport à votre identité qui est totalement nouvelle. Mais quand on parle de jeux vidéo, c'est pas ce qu'on dit. On dit ça rend violent, ça rend addict, et encore je suis gentil. Et je pense qu'effectivement, il y a besoin peut-être qu'on s'ouvre, alors moins aux jeux vidéo, mais plus à la culture. Pour moi, la culture est redevable à la jeunesse. Après, ce que tu dis, c'est que c'est intéressant évidemment de s'intéresser au contenu de ces objets, mais ça reste des outils en fait, et tout dépend de ce qu'on en fait. Et avec ces outils-là, c'est l'accompagnement derrière qui est le plus important. Évidemment, il faut qu'il y ait un peu de contenu intéressant, mais malgré tout, c'est ce que vous allez en faire qui va en faire des outils d'accompagnement intéressants ou pas, finalement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure, ce qui vous permettra d'avoir quand même 10 minutes de pause. Il y a quelques ouvrages qui ont été amenés, des outils, si vous voulez, en partant, en profiter pour jeter un œil. Certains des ouvrages sont aussi disponibles dans l'espace accueil-outils de la MMPCR. Donc on aura l'occasion de continuer les échanges à la MMPCR ou lors de la pause. Merci beaucoup et merci à vous trois.